Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international consacré aujourd'hui à un sujet très important, un accord signé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. Cet accord stipule effectivement que des migrants qui sont rentrés de manière clandestine en Grande-Bretagne doivent être transférés vers le Rwanda. Bien entendu, la Grande-Bretagne vient d'adopter un projet de loi permettant le transfert des migrants étrangers ou des demandeurs d'asile en Grande-Bretagne vers le Rwanda. Comme je le disais, une première dans l'histoire de l'humanité contemporaine. Cet accord nous plonge de plein pied dans une mémoire noire et douloureuse, celle de l'esclavage. Nous voici donc, avec la mise en branle de cet accord, plongés complètement dans la traite des temps modernes. Retour sur l'affaire et ce précédent qui risque de faire dangereusement tache d'huile avec nos invités que nous allons découvrir tout de suite. Alors, comme je le disais, pour en parler ce soir, nous allons en parler avec nos deux invités. Gamal Abina, analyste des questions internationales. Il est avec nous en direct depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et Prince Koya, docteur en sciences politiques à l'Université Descartes. Prince Koya, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Alors, messieurs, il faut dire que c'est un précédent, donc conformément à un accord qui a été signé, Gamal Abina, pour commencer avec vous, un accord qui a été signé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. Il y a eu de cela à peu près un mois, mais ce qui offusque le plus dans cette affaire, c'est que le projet de loi qui a été donc soumis à la Chambre des Lords en Grande-Bretagne vient d'être adopté. Il a été même signé par le roi. Alors, est-ce qu'on ne craint pas que ce projet, qui est qualifié de scandaleux par certaines ONG, fasse tache d'huile en Afrique? Il nous plonge carrément, c'est un retour vers une période noire et douloureuse, comme je le disais, celle de l'esclavage, quelque part. Oui, quelque part, on peut avoir ce sentiment, d'abord parce qu'on ne sait pas à quel point c'est inique. Ce projet de loi qui a été adopté, effectivement, là, aujourd'hui, enfin, il y a quelques heures, c'est un projet de loi qui pose question. D'abord, la forteresse Europe a décidé de se renfermer, et c'est le pays qui est sorti de l'Union européenne qui a fermé les portes pour des raisons qu'on a comprises. À l'époque, le Brexit était déjà lié à l'immigration, et maintenant, ils appliquent avec célérité des lois anti-immigration. Et ils le font avec quel pays? Avec un pays qui a rejoint le Commonwealth récemment, il y a quelques années, c'est le Rwanda. Le Rwanda, le pays martyr, le pays qui a vu sur son territoire un génocide, avec un Paul Kagame qui se frotte les mains, c'est ça qui est le plus important de le rappeler, et qu'il se frotte les mains parce que pour lui, c'est pas le fait de récupérer des migrants ou des clandestins. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il est payé pour ça. Donc c'est une donne nouvelle, et là, effectivement, vous faisiez référence à la traite négrière. On a l'impression que c'est une traite négrière dans l'autre sens, où la question financière n'est pas absente, et où effectivement, ça satisfait à la fois une opinion publique anglaise qui est de plus en plus inquiète par l'immigration, un pouvoir anglais qui veut satisfaire cette opinion publique, et un pouvoir évidemment rwandais qui a besoin d'argent pour montrer que c'est une réussite dans la région des Grands Lacs, un pays qui réussit à tout va, et qui est en mesure de pouvoir récupérer l'immigration moyennant finance. Donc c'est vrai que c'est très inquiétant parce qu'on a vraiment l'impression de voir une traite à l'envers. Reprenez vos migrants qui, je le rappelle tout de même, le Rwanda est une ancienne colonie anglaise, n'était pas nécessairement la première destination privilégiée par les Rwandais qui parlaient peu l'anglais. Ils n'étaient pas forcément intéressés surtout par l'Angleterre, mais plutôt la France, la Belgique ou les pays francophones. Et bien là, pour ce petit reliquat d'immigration, ça a été négocié d'État à État sur le dos des peuples. Oui, alors, Prince Koya, comment ou que faut-il penser de cet accord qui vient d'être, de ce projet de loi qui vient d'être adopté aujourd'hui en Grande-Bretagne? Ben, on peut dire tout simplement que c'est le démantèlement du droit d'asile, qui est une émanation du monde occidental d'après la Seconde Guerre. Et donc ce droit d'asile de la Convention de Genève 1951 relatif aux réfugiés qui prévoyait qu'effectivement des individus en proie à des dangers et à une menace politique et militaire dans leur pays pouvaient trouver refuge dans des pays dits libéraux, des pays de liberté. Donc c'est un renoncement public aujourd'hui, une prévarication aux yeux du monde finalement d'un des pays membres fondateurs du bloc occidental sous nos yeux, donc qui renonce définitivement donc à ce droit d'asile, sous la pression justement des demandes
de leur population, il faut le dire. Il y a une droitisation aujourd'hui des populations dans les pays européens. On n'est pas au premier essai. Il faut rappeler déjà que depuis 2012, la Turquie et la Libye étaient déjà utilisées par l'Union européenne comme des cerbères, donc des chiens de garde, pour respectivement tenir en respect les migrants subsahariens de l'autre côté et des migrants orientaux. Ça a donné lieu à ce qu'on a pu voir, l'esclavage de certaines populations en Libye ou ailleurs. Il faut aussi dire que, par exemple, depuis hier, un sondage en France donnait, par exemple, 9 militants de droite sur 10 qui étaient favorables à l'expulsion de migrants africains en France vers d'autres pays. Et l'Italie également est dans la même veine de vouloir expulser des migrants sur son territoire vers l'Albanie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vraie montée de la droite ou de l'extrême droite dans les pays européens, montée elle-même qui se manifeste aujourd'hui par une demande politique forte que ces populations font à leur gouvernement, de dire nous ne voulons pas de migrants, que ce soit illégaux, et même il faut dire de migrants légaux aujourd'hui sur nos territoires. Et donc, ces dirigeants-là, quelque part, se trouvent donc obligés donc de sympathiser avec les desiderata de leur population et de foutre des frères africains, des frères afghans, des frères indiens, des frères albanais en dehors de leurs frontières, renonçant ainsi finalement donc à ce droit qui, je le rappelle, a été sacralisé par les pays occidentaux dits libéraux. Alors voilà, ça relance un petit peu aussi la question aujourd'hui des droits de l'homme. On sait très bien qu'il y a eu des ONG qui ont protesté contre cette loi avant qu'elle ne soit votée. Et là, cette loi ou ce projet de loi est passé. L'accord entre les deux pays a été signé. On sait que, par exemple, ce projet doit coûter à long terme, en tous les cas, du moins, 1 demi-milliard de livres. C'est vous dire à peu près l'argent qui a été déboursé. Est-ce que cela va créer un précédent dans le sens Gamal Abina où d'autres pays vont aussi avoir la même idée, tout en pensant bien entendu que le règlement au sein de l'Union européenne est complètement différent puisque le Brexit, avec le Brexit, Londres s'est un petit peu retiré, ce qui permet un peu de pallier à ça, ce genre d'acte ou d'accord permet de pallier. Est-ce qu'il y a vraiment des craintes, Gamal Abina? J'ai envie de dire d'abord, en rappelant l'histoire, parce que c'est intéressant de voir que ce n'est pas la première fois qu'un pays européen a eu cette idée. On se souvient dans les années 70 qu'en France, on proposait aux Maghrébins de prendre 10 000 francs, les francs de l'époque, et de partir. Il y a eu un film qui est sorti qui s'appelait « Prendre 10 000 francs et casse-toi ». En substance, c'est de donner de l'argent pour renvoyer les Maghrébins chez eux. Et on était en 70, à une époque où la crise économique n'était qu'à peine perceptible. Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a un descendant d'immigrés, pas le perdre de vue, c'est quand même pas rien, Rishi Sunak, s'autorise à faire des lois contre les Africains. Et de toute façon, c'est des lois ciblées sur une communauté rwandaise qui, d'ailleurs, ça a été dit par Prince Goya, pouvait en plus être des gens en danger au Rwanda. Ça peut être des opposants politiques. On ne sait pas qui ils vont envoyer. C'est des demandeurs d'asile, oui. Voilà, parce qu'on parle bien de droit d'asile, donc ça veut dire que c'est un asile politique, c'est un asile. Peut-être parce qu'ils ont peur d'être victimes de représailles possibles à la suite des massacres de 90. Mais ce qui est certain, c'est que on a un dirigeant qui est extrêmement dur au Rwanda, il est connu pour ça, qui n'hésite pas à faire la guerre d'ailleurs à son voisin en RDC pour prendre des richesses. Il faut jamais toujours voir le côté prévarication. Il se vante de sa réussite dans son pays, mais c'est quand même sur d'autres quelques pays. Et en même temps, il est capable de négocier, de monnayer le transfert de population africaine. Donc là, c'est effectivement le sentiment un peu inquiétant, une sorte de retour au pays, entre guillemets, de gens qui viennent d'Afrique, une sorte d'inversion des flux migratoires, comme c'était le cas à l'époque où vous avez besoin d'eux pendant la traite négrière, dans l'autre sens. Et donc c'est inquiétant parce que ça a déjà existé en France, cette idée va faire tache d'huile, que l'Angleterre est partie effectivement d'Europe pour des raisons migratoires. Et pour cette raison-là que les Anglais ont voté contre la présence en Europe. Ils ont dit il y a trop d'arrivées chez nous alors qu'en réalité c'était très à la marge. Et que finalement, avec l'extrême droitisation, on a ce discours en France, on a ce discours en Italie, on a ce discours en Allemagne avec des partis populistes et extrémistes qui vont tous dans la même direction. La problématique, l'immigration, c'est un problème, c'est elle qui nous pose des difficultés économiques alors qu'on sait très bien que c'est marginal. Et cette immigration qui est visible, c'est la couleur de peau qui fait les distinguos, eh bien on la dégage. Quelle ironie quand on sait que ces mêmes Anglais ont accueilli avec ferveur des Ukrainiens occidentaux, entre guillemets, blancs, occidentaux et orientaux. Ça les a pas dérangés, ils ont payé pour venir, ils leur payaient le logement, ils leur donnaient l'indemnité, ils leur payaient les transports, tout était gratuit, l'école. Dans un cas, quand c'est un Européen, on accepte de le recevoir dans des conditions extrêmement favorables, c'est la première fois d'ailleurs que c'est arrivé. Et dans le cas africain, alors c'est des gens qui ont construit l'Europe, faut pas l'oublier, qui ont reconstruit l'Europe, eh bien on les dégage comme si c'était des marchandises avariées. Et ça c'est problématique, sans parler du droit d'asile qui a été remis en question, ça a été dit effectivement par Prince Goya.
ce sacro-saint droit d'asile qui devait garantir que des gens qui étaient en difficulté ou en risque sur leur vie dans leur territoire puissent être reçus dans le territoire dignement, ce droit d'asile est foulé au pas aujourd'hui. Oui. Alors, effectivement, vous faites bien de le dire parce qu'on parle de demandeurs d'asile et généralement, ce sont des personnes qui sont peut-être en danger et qui demandent à ce que le pays d'accueil leur procure cette sécurité. Alors, est-ce que ce n'est pas ou ça ne revient pas au fait que de mettre en danger leur vie, justement, en les envoyant vers le Rwanda, parce qu'on ne sait pas de quelle origine sont ces ressortissants ou ces demandeurs d'asile, ils peuvent être asiatiques, pas seulement africains, ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas le leur. Et qu'est-ce qu'il dit, Prince Koya, que le Rwanda va respecter donc cet accord, à savoir le traitement qui sera réservé à ces demandeurs d'asile? Ça, on ne le sait pas non plus. Oui, rien ne dit que le Rwanda sera amené à respecter l'accord. D'ailleurs, quelques dispositions de l'accord stipulent que... Allô, vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur Prince Koya. Quelques dispositions de l'accord stipulent la mise en place d'un tribunal qui sera amené à contrôler, soi-disant, le respect par le Rwanda de la non-réexpulsion des migrants vers le pays d'origine. Mais tout ça, c'est compliqué. On aurait pu faire simple, on aurait pu accueillir dignement ces gens. Rendez-vous compte, on donnera 3500 à chaque migrant, 3500 € à chaque migrant qui rentre, et le pays, le Rwanda, donc sera quelque part emmené à héberger ces gens au moins pendant 5 ans renouvelables. Donc, s'il y a autant d'argent, pourquoi ne pas mettre des conditions d'accueil dignes de ces gens-là dans le pays, ou bien signer des accords respectueux avec les pays d'origine pour aider à réinstaller ces gens dans la dignité, tout simplement. Voilà, la Grande-Bretagne a peut-être le droit de ne pas vouloir des étrangers chez elle, il n'y a pas de souci. Elle se met aussi sous le risque d'une rétorsion de la part des autres pays qui diront aussi qu'on ne veut plus voir de Britanniques chez nous. Mais il y avait aussi des solutions simples qui étaient, par exemple, de négocier avec les pays d'origine. Pour répondre à ce que vous avez dit, les statistiques montrent que en l'année 2023, 950 000 immigrants sont arrivés dans le pays. Et là, l'accord porte sur 500 pour 425 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire que même les Britanniques le disent, ce n'est même pas opportun de mettre une telle somme pour ne serait-ce qu'expulser 500 personnes. C'est quelque part, finalement, peut-être la haine de l'autre, de l'étranger, qui pousse à dépenser des sommes aussi énormes pour finalement très peu d'efficacité. Parce que 500 sur 950 000, ce n'est absolument rien. On se demande finalement, est-ce qu'on veut vraiment résorber le taux d'immigration en Grande-Bretagne, ou est-ce que simplement c'est la haine quelque part de l'étranger qui devient un culte dans ce pays? Et il faut rappeler que le Rwanda est un pays densément peuplé. L'une des plus grandes sur le continent. Environ 500 habitants au kilomètre. Oui, donc, alors on va revenir vers vous, Prince Koya. Juste le temps de faire, de rétablir la ligne pour qu'elle soit beaucoup mieux pour nos téléspectateurs. Gamal Abina, justement, la question se pose aujourd'hui. Est-ce que Rishi Sunak, qui est de plus en plus impopulaire, disons, où sa popularité est de plus en plus en baisse en ce moment, n'est pas en train de jouer une carte électorale dans le sens où il cherche absolument à faire valoir sa personnalité politique en faisant passer cette loi qui a été très très controversée et qui a demandé énormément de réflexion, même lorsque il y avait l'ancien Premier ministre. Donc par cela, je le disais, est-ce que Rishi Sunak n'est pas en train de jouer sa carte? Je pense que c'est un homme qui est très très fin politique, il sait très bien ce qu'il fait. Alors je ne crois pas qu'il joue une carte parce qu'il est en difficulté, ça fait quand même quelques années maintenant qu'il est là. C'est un Premier ministre qui dure, qui est pris au sérieux. C'est un Premier ministre qui est millionnaire, il faut savoir d'où il vient, c'est quand même une famille très riche. Et c'est un Premier ministre qui joue une carte, non pas, le volume effectivement est ridicule. C'est-à-dire que même 3 500 € qu'on donne aux familles, ça correspond aux 10 000 francs de l'époque. Donc avec l'inflation, on arrive au même montant. C'est vrai que la constance de l'indemnité, entre guillemets, est marginale. Par contre, il a fait rentrer, le Rwanda est rentré au Commonwealth, et je pense que ce signal fort, il ne pourra pas le faire avec d'autres pays hors Commonwealth, parce qu'il faut que ces pays soient d'accord avec l'Angleterre, avec la couronne anglaise. Mais par contre, on a compris le message. L'Angleterre devenait une sorte de... Parce qu'on passait par la France pour aller à Londres, à Calais, avec toutes ces jungles qui étaient installées un peu sauvagement, parce qu'ils cherchaient pas du tout à rester en France. Les étrangers voulaient aller en Angleterre. Et donc, on a compris, puisqu'en Angleterre, il n'y a pas de pièce d'identité, il n'y a pas de problème pour s'insérer, c'est beaucoup plus simple.
On a compris que quand il fait ça, c'est pas pour avoir un résultat important. 500 migrants, enfin migrants ou réfugiés d'ailleurs, c'est pas forcément des migrants, c'est marginal. Ce qu'il fait, c'est de donner un signal fort à tous ceux qui veulent venir. Le risque maintenant existe que vous soyez réexpulsés, indépendamment de la loi anglaise, puisque la loi anglaise dit maintenant que c'est autorisé avec les accords d'État à État. Donc c'est un symbole pour dire maintenant, tire la sonnette d'alarme, vous rentrez plus en Angleterre comme vous rentriez à l'époque, et vous serez expulsés quoi que vous fassiez. Donc c'est une question qui se pose avec acuité, mais en réalité c'est surtout la symbolique, pour faire en sorte que effectivement les migrants ne viennent plus en Angleterre, que ce devient des personnes non grata, contrairement à l'Allemagne qui a régularisé 1 million de Syriens. L'Angleterre ne veut plus personne parce que l'Angleterre est en crise économique aiguë et que c'est une crise qui est catastrophique sur le plan économique. On rentrera pas dans le détail, mais depuis qu'ils sont sortis de l'Europe, ils se sont effondrés économiquement. Mais alors, dans ces cas-là, Prince Koya, est-ce que parce qu'on est en crise et l'Europe, pour la plupart des pays, sont en crise, est-ce que le fait de chasser ces migrants, de les renvoyer dans un autre pays avec lequel on sous-traite, est la solution? Prince Koya? Voilà, on a perdu Prince Koya en attendant de le retrouver en tous les cas. Je continue avec vous, Gamal. Alors je disais, est-ce que finalement, lorsqu'on est en crise, la solution est celle-là finalement? Sous-traiter ça, ils l'ont fait avec la Libye à une époque, ils l'ont fait avec la Turquie, où ils ont donné 6 milliards pour que les Turcs ne laissent pas partir les Syriens de leur territoire. Il y a quand même pratiquement 10 millions de personnes qui étaient en Turquie, donc 6 milliards d'euros. C'est vraiment une négociation en amont, bloquer le flux migratoire des pays d'où ils partiraient du continent africain. Donc c'est une négociation au coup par coup, d'État à État. Ça ne marche pas avec l'Afrique du Nord, on le sait, mais ça marche très bien avec des pays subsahariens parce que les difficultés économiques sont plus importantes et qu'ils ont besoin d'argent. Les dirigeants ne sont pas très regardants sur les droits de l'homme et sur le traitement qu'on peut infliger à leur population. Ce qui les intéresse, c'est effectivement les dineros, comme diraient les Espagnols. Donc j'ai envie de dire simplement, aujourd'hui, effectivement, cette sous-traitance de la gestion des flux migratoires est inquiétante parce qu'on voit par exemple en Tunisie, ils ont fait un accord effectivement avec l'Italie pour qu'il y ait moins de flux migratoires. Donc il y a un vrai contrôle aux frontières qui va se faire et malheureusement par les Nord-Africains. C'est les Nord-Africains qui font le travail. L'Algérie a une tradition effectivement d'accueil. La Libye avait une très grande tradition d'accueil. Il y avait 1 million de subsahariens qui travaillaient en Libye légalement, mais malheureusement, il y a des pays qui sont plus fragiles économiquement, comme la Tunisie, comme le Maroc. Ils ne vont pas hésiter à appliquer avec célérité ces lois, qui sont des lois extrêmement, qui sont écœurantes littéralement sur le plan humain et qui ne respectent pas les droits de l'homme. Eh bien, justement, est-ce que finalement on ne risque pas, Prince Koya est de retour. Alors, Prince Koya, je le disais, est-ce que réellement aujourd'hui on n'est pas en train de prendre des risques avec ce genre de procédé, ce genre d'accord qui apparemment va montrer que ça fonctionne très bien, puisque on va commencer donc les vols vers le Rwanda d'ici 10 à 12 semaines. Cela va commencer parce qu'il semble vraiment déterminé, le Rishi Sunak. Est-ce que cela ne risque pas de donner des idées ou d'être même le leitmotiv dans les jours à venir, dans le règlement des crises immigratoires, celle que propose par exemple l'Italie à certains pays sud de la Méditerranée? Oui, je pense que vous avez totalement raison et ce n'est que la confirmation d'un processus qui avait déjà été enclenché. Je l'avais expliqué déjà, depuis 2012, l'Union européenne donnait déjà des millions à des pays comme la Turquie ou encore la Libye, qu'ils ont d'ailleurs contribué à détruire afin que ces pays maintiennent les migrants, par exemple, qui arrivaient sur les terres européennes. Donc ce processus n'est pas nouveau, mais il commence à être déclaré à visage découvert, ce qui est dommage. Mais le vrai risque, c'est que l'Occident fasse s'effondrer le système libéral qu'il a lui-même mis en place dans l'après-guerre. Parce qu'il est en train de démanteler l'ONU, l'Occident démantèle toute forme d'organisation, de droit international en Israël aujourd'hui. On voit dans le cas sur le droit d'asile, c'est toute l'architecture juridique mondiale, libérale, qui est en train de s'auto-détruire. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a ce qu'on appelle aussi les mesures de représailles ou les mesures de rétorsion. Viendra aussi un moment, si cette porte est ouverte, des fois où des pays africains renverront chez eux également des travailleurs expatriés européens, des familles européennes. Ça, on ne risque pas de le voir de sitôt, Prince. Hein? C'est possible, hein, avec les révolutions. Peut-être pas, mais aujourd'hui, oui, ça provoque et ça suscite quelque part une forme de représailles. Donc, les conséquences immédiates pour moi, c'est même le démantèlement de tout ce qui est architecture juridique occidentale dans le monde. Parce que ce sont leurs propres règles qu'ils
détruisent. Et le risque, c'est que c'est une perte totale de confiance dans tout ce qui est réflexion, philosophie, pensée et action du monde occidental. Et aujourd'hui, c'est le Sud global qui l'emporte. Il y a une sympathie forte aujourd'hui pour la Chine, une sympathie forte pour les Russes, quoi qu'on dise, et c'est l'Occident qui continue donc de se décrédibiliser. Maintenant, c'est une leçon aussi quelque part pour les pays d'origine, parce qu'il ne faudrait pas aussi que les pays d'origine oublient leurs responsabilités. J'entends le Nigeria, j'entends l'Inde, l'Afghanistan, qui sont aussi beaucoup de pays qui ont été déstabilisés par le monde occidental. Quoi qu'il en soit, ces pays doivent savoir que c'est leur dignité qui est également en jeu, parce qu'il y a ce principe qu'on appelle le droit de protection diplomatique qui doit encore exister. Tous les pays doivent pouvoir veiller sur leurs enfants où qu'ils soient dans le monde. C'est aussi une honte de voir les ressortissants de ces pays être vendus comme du bétail sans pour autant que ces pays ne réagissent, et on a l'impression aussi que c'est quelque chose de normal. Le respect, à un moment donné, il se mérite également. On ne peut pas supplier la pitié des gens tout le temps. Il faut aussi que ces pays-là puissent prendre leurs responsabilités et nous aider à retrouver notre dignité, à faire une liste de leurs ressortissants qui se trouvent dans ces pays, qui souhaitent rentrer, et puis dire à ces pays, oui, nous sommes des pays souverains, si vous ne voulez pas de nos fils, nous sommes prêts à les accueillir chez nous, au nom de la dignité humaine également. C'est une autre manière de répondre par la dignité à cette sauvagerie qui se met en place. Oui, ça demande beaucoup de temps tout ça. C'est un travail où la plupart de ces demandeurs d'asile fuient généralement des pays qui sont réellement en crise et où les vies des personnes ou des citoyens sont vraiment menacées. Le problème, comme vous le disiez, c'est un problème de dignité. Ça, on l'a compris en tous les cas. Justement, Gamal Abina, dans cette affaire, on remarque le peu de cas qui est fait de la vie humaine, c'est-à-dire de la dignité humaine. On va donc transférer ces demandeurs d'asile, ces migrants clandestins, comme on les appelle, vers le Rwanda dans des ghettos, parce qu'on oublie de dire que finalement, ils n'auront pas tous les droits que ceux accordés, par exemple, aux Rwandais. Donc, ils seront peut-être parqués dans des ghettos et on assiste finalement réellement à une sorte de nouvelle traite de l'esclavage. C'est vraiment honteux ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on ne dénonce pas comme on a dénoncé pour certains aspects, par exemple, lorsqu'il s'agissait de migrants qui auraient été ou qui auraient subi, selon certaines ONG, des maltraitances dans les pays du Maghreb, par exemple au Maroc ou en Algérie. Et on a vu des cas. Tout à fait, oui, il y a eu des cas comme ça, mais il ne faut quand même pas perdre de vue une chose essentielle, c'est que d'abord, le traitement des Africains est considéré comme un traitement dégradant. On ne considère pas les Africains réellement comme des êtres humains. Il y a vraiment une réification, une chosification de l'être humain. On en fait une marchandise qu'on peut transporter. Il n'a pas de voix à la parole, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas mobiliser des textes de loi, puisque maintenant on est en train de voir des textes de loi. Donc c'est vrai que ces questions-là sont posées avec acuité. L'ONU s'insurge contre cela. Il y a toute organisation internationale et ONG qui trouve ça indigne, parce que c'est une boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir, et qui est en train de dire que finalement l'Europe se veut occidentale, blanche et chrétienne. C'est ça le débat qui est entraîné. Le problème de l'Africain ou de l'Arabe ou de l'Afghan, c'est que physiquement, le marqueur est évident. Il n'est pas blanc, donc immédiatement on peut le repérer, on peut le pister, et on va arriver avec un système de chasse à l'homme. Ensuite, ces gens sont envoyés, alors qu'ils avaient quand même une certaine dignité, une certaine évolution économique, évidemment par rapport à leur pays d'origine. On va les renvoyer dans des camps, comme ce qui est arrivé d'ailleurs, j'ai envie de le dire, après la guerre d'Algérie, les harkis ont été mis dans des camps. Il faut jamais perdre de vue qu'à chaque fois, ils sont concentrés. Et c'est des camps de concentration humains. Alors c'est pas les camps d'Asie, évidemment. C'est des camps de concentration humains qui sont souvent indignes et qui conduisent à des dérives. Et quand il y a effectivement une telle concentration de misère, ben, il y a de l'explosion sociale, il y a de la délinquance, il y a de la criminalité. Tout ça, c'est des aspects qu'ils ne prennent pas en considération. Le gouvernement va prendre son argent, on va donner 3 500 € à ces malheureux. Ils vont arriver dans un pays où ils ont une espérance de vie qui va être courte, dans des conditions à peu près raisonnables, on va dire, et puis après, ça va être dégradé. Donc c'est vrai que ces questions-là se posent parce que la question centrale, de la part en plus d'un ancien colonisé, il faut pas oublier que le Premier ministre anglais, c'est pas un Européen, c'est pas un Blanc, eh bien, il est en train de traiter les frères africains d'origine du Sud, donc, comme du bétail. Et ça, c'est problématique, et il faut combattre cela. S'il y avait au moins des conditions objectives de réussite dans leur pays, on pourrait discuter. Un retour digne, c'est discutable. C'est pas le cas aujourd'hui. On les envoie vraiment dans le néant.
En tous les cas, je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à ce débat et je sais qu'il y a pas mal de choses à dire et que 26 minutes ne suffisent pas tout le temps. Je rappelle qu'était avec nous donc Gamal Abina, analyste des questions internationales, Prince Koya, docteur en sciences politiques à l'Université Descartes. Merci à vous deux d'avoir animé ce débat. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.